Bonsoir et vie à l'Italie. Bienvenue sur TV5 Monde dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Cette semaine, nous vous avons concocté 26 minutes de programme sous influence de glamour, de tradition, d'innovation et d'excellence. Voici le sommaire. D'un coup de pinceau, Lucille Brunette nous rend belle. La créatrice Isabelle Langlois a un cœur de pierre, mais de pierre fine. Et rencontre avec un antiquaire bien armé, Jean-Christophe Charbonnier. Le Festival de Cannes commence dans quelques jours. Les stars et starlettes vont vous faire rêver avec leur merveilleux maquillage. Pour que la star, ce soit vous, je vous offre un cours de maquillage avec une pro du pinceau, Lucille Brunette. Rencontre. C'est dans un salon de coiffure du 6e arrondissement de Paris que Lucille Brunette a posé ses pinceaux. Maquilleuse pro depuis plus de 20 ans, elle collabore avec les plus grands couturiers et magazines. On peut faire beaucoup de choses avec le maquillage. Le maquillage, c'est comme de la peinture ou de la sculpture. À partir du moment où vous jouez avec les ombres et les lumières, vous avez plein de possibilités, il y a plein de choses à faire. Et elle va nous le prouver. Aujourd'hui, on va vous proposer une démo de make-up naturelle, mais quand même avec la petite tendance de la saison qui est l'aqua. Alors l'aqua, c'est les couleurs un peu bleues, un peu vertes, qui peuvent un petit peu dangereuses à porter. Et vous allez voir qu'on va faire quelque chose de sympa, tendance, mais qui va rester quand même assez discret. Au niveau du teint, on utilise un teint fluide que je vais passer soit au doigt, soit au pinceau pour faire quelque chose de très léger. C'est un voile. L'idée, c'est pas qu'on voit le fond de teint, on ne doit pas le voir, on doit le deviner. Toutes les grosses corrections, elles se font avec un produit qui est plus couvrant, qui est l'anti-cerne et qu'on met juste à l'endroit où on veut corriger les défauts. Un tout petit peu à l'extérieur des yeux. Moi, j'aime bien mettre un petit peu sous le sourcil. Une fois qu'on a fait toutes ces petites choses, on va commencer à ce que j'appelle glacer le teint, c'est-à-dire faire remonter le bronzage. Pour les lumières, on a un petit secret, le petit stick magique, un petit blanc un peu nacré. C'est toujours du fard gras. Et là, on va donner quelques accroches de lumière. Pour le jour, elle mise sur le regard. On va choisir une jolie couleur, petit bleu aquatique, un peu sympa, bien tendance pour cet été. Je commence bien au ras des cils, c'est important qu'il n'y ait pas de démarcation entre le début de la couleur et le ras des cils. Maintenant qu'on a fait ça joliment, on choisit notre couleur et on va l'appliquer par-dessus. On va rester dans la même gamme, un joli bleu-vert aquatique. Maintenant que la couleur est bien déposée, c'est la patine. Donc voilà, ferme les yeux. Je vais travailler ma couleur. Je garde l'intensité au ras des cils parce que je veux toujours qu'il y en ait plus ici. Je fais un dégradé et je pousse ma couleur. Alors moi, mon secret pour faire ça, c'est les pinceaux de peintre. J'adore. Et je vais terminer ce maquillage de la paupière avec une petite touche de lumière. Ça, c'est un secret de maquilleur. C'est une espèce de fard, c'est un star powder, c'est un fard pigment très nacré qu'on va aller poser, regarde en haut, juste à l'intérieur de l'œil ici et ici. Pour le travail du sourcil, c'est important qu'il soit bien dessiné, mais il ne faut pas qu'on sente la matière. Donc on crayonne un petit peu à l'intérieur, tout doucement. On utilise bien un crayon à sourcil et pas un crayon à paupières. Un crayon à sourcil est plus sec, permet de faire un travail qui va tenir. Lucille Brunette travaille le visage d'une façon très naturelle. C'est la tendance nude, il faut être maquillé sans que cela se voie. Sur ce type de maquillage, je ne vais pas faire une bouche très forte. Je vais travailler soit une bouche avec un tout petit peu de rosé au doigt, soit utiliser un gloss qui va faire très solaire, très lumineux. Je dépose bien le blush au milieu et je le pousse sur les bords. Lors de ses leçons de maquillage, Lucille Brunette montre aux femmes les bons gestes. Elle leur propose même de venir avec leurs produits pour apprendre à les utiliser. Donc pour le soir, on va travailler plus le focus sur les lèvres et un petit peu moins sur les yeux. Un maquillage toujours léger. Donc je fais un petit fondu, tout joli, tout léger. Je le prépare au fard gras, parce que le fard gras me permet d'avoir de jolis dégradés. Ici, le regard léger rime avec travailler. Chaque geste est très précis. Toujours ma petite touche de lumière sur le sourcil. Je mélange les couleurs, je les fonds entre elles. C'est important
On ne se rend pas compte avec les couleurs claires de l'importance de les mélanger, mais la subtilité du dégradé fait vraiment tout en maquillage. Moi, j'aime bien donner un petit peu plus de force à son regard. Comme elle a les yeux très verts et qu'on a utilisé une couleur un peu rosée, la couleur elle va sortir encore plus. Je vais lui faire un col noir à l'intérieur. Pour le col noir, je vais utiliser un crayon waterproof. Pourquoi? Parce que si je prends un col classique ou un crayon col classique, ça va couler. Le crayon waterproof pour le contour des yeux, ça va me permettre d'avoir un travail qui va rester plus longtemps, qui va moins couler et qui va être plus facile à gérer dans la soirée. Autre astuce de pro. Quand on veut faire une bouche un petit peu soutenue, on a deux solutions. Soit on la fait avec le pinceau directement ou le rouge à lèvres directement, soit on fait au crayon. Moi, je conseille vraiment de la faire au crayon avant. Ça permet de placer le travail, de le faire doucement, bien voir la forme et de ne pas se tromper. Alors, au lieu de faire juste un trait et de remplir à l'intérieur, ce qui est très moche parce que ça fait une matière autour, je vais plutôt vous conseiller de remplir et de dessiner, de colorer la bouche au crayon pour les lèvres. C'est plus facile. Donc, comme on ne fait jamais une bouche particulièrement parfaite du premier coup, on peut toujours prendre un pinceau avec un petit peu d'anti-cerne et contrôler la couleur à l'extérieur. L'anti-cerne permet aussi de camoufler une trace de mascara. On va regarder la nuance. Ça va être un peu en fonction du vêtement là pour le coup. Orange qui claque. Dans son studio, Lucille Brunette propose aussi un bar à sourcils et un maquillage permanent. Cette technique consiste à déposer des pigments sous la peau pour un résultat qui dure entre 1 et 2 ans. Voici sa dernière touche pour une bouche qui fait mouche. Voilà, un petit look du soir. Un vrai look de star. Nous sommes dans la botte de l'Italie, dans les Pouilles exactement, mais je vous en parlerai dans une autre émission. Pour le moment, retour à Paris pour découvrir l'univers enchanté et coloré d'Isabelle Langlois. Elle crée des bijoux avec un supplément d'âme, une âme de femme, évidemment, et vous allez voir. Isabelle Langlois n'est pas devenue créatrice de bijoux par hasard. C'est une histoire de famille qui lui a donné son cœur de pierre fine. Son grand-père travaillait des gemmes dans le Jura, un univers qu'elle côtoie depuis son plus jeune âge. Je suis d'une famille de jurassiens, lapidaires jurassiens. C'est une tradition séculaire du Jura. Et donc, j'avais la chance d'avoir un grand-père qui avait gardé l'origine, le métier d'origine, c'est-à-dire tailler les vraies pierres. Mais j'avais un grand-oncle qui faisait des pierres synthétiques, qui avait une petite usine de pierres synthétiques, et un autre qui avait une grande usine de pierres en verre et en cristal, concurrent de Swarovski. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. On allait dans le Jura visiter les lapidaires dans les fermes, et puis après on passait voir mon grand-oncle, même dans les sables qu'il y avait autour de chez lui, il y avait des morceaux de pierres synthétiques dans les cailloux, qu'on ramassait évidemment. Pour ses bagues, elle mélange pierres et bois d'ébène. La créatrice a fondé sa propre société en 1991. Quand j'ai monté ma boîte, vraiment, et puis toujours, de toute façon, je voulais faire des bijoux que les femmes s'offrent elles-mêmes. Et bien sûr, je suis ravie de créer des bagues de fiançailles. Mais j'avais envie de proposer des bijoux que les femmes aient envie de s'offrir elles-mêmes et qui soient un peu comme des accessoires d'ultra luxe. Parce que finalement, avoir une bague assortie en couleur à sa robe, en or avec des pierres précieuses, pour moi toutes les pierres sont précieuses, c'est quand même le comble, et du luxe. Et ça, moi j'ai toujours envie, je trouve que les femmes le méritent, voilà. On ne peut qu'être d'accord avec elle. La créatrice perpétue un savoir-faire hérité de son grand-père. J'ai commencé par dessiner avec les pierres. Vraiment. Et effectivement, jouer avec les pierres elles-mêmes, les mélanger, jouer avec. Aujourd'hui, je crois que j'ai tellement joué avec les pierres que je les ai toutes en tête. J'ai plus besoin d'y toucher. Et du coup, par là même, je crois que ma créativité s'est détachée un peu des pierres. Et après, j'ai fait des choses plus graphiques. Au début, j'étais vraiment d'abord la pierre et les pierres ensemble. Elle s'inspire aussi de la nature, comme pour ce corail en or ou ces bagues fleurs en topaze bleu, améthyste, péridot ou citrine. Elles sont, sur la plupart des modèles, toutes retaillées chez moi. C'est déjà pas mal.
Parce que pour nous, la taille, c'est très très important. C'est-à-dire une améthyste bien taillée, c'est un feu formidable. C'est mal taillé et elle ne raconte rien. Et alors, quand on les groupe tout ensemble, c'est encore plus flagrant. Parce qu'elles, toutes ensemble, elles n'ont pas les mêmes indices de réfraction. Et si elles sont mal taillées, il y en a une qui dort complètement et qui fait comme un trou. Ce n'est pas question de ça. En plus de ça, les tailles de pierre, il y a des tas de choses possibles. On n'est pas obligé de se limiter au fastage classique avec la table, la couronne et la culasse. Chaque bijou est une explosion de couleurs et de joie. Elle ne s'interdit aucun mélange. C'est vrai que je ne me réserve pas le voisinage du rubis au diamant. Je les mélange au gré de leur couleur, de leur qualité de vivacité, de brillance. Et quand elles chantent ensemble, voilà, il faut que ça chante. C'est ça qui est intéressant. Elle aime aussi utiliser des pierres moins connues, comme la tourmaline. Dans ces pierres-là, j'aime leur ton plus subtil, moins direct. L'émeraude ou le rubis, c'est des pierres magnifiques. Et c'est vrai que c'est très cru, c'est très droit. Le péridot a une subtilité de teinte qui je sais pas, moi, ça me paraît tout à fait évident. Il y a un côté très végétal, très naturel, qui flatte toutes les autres en plus, un peu comme le feuillage dans un bouquet de fleurs. Et puis toutes les demi-teintes des tourmalines, c'est extraordinaire. Même les tourmalines grises sont colorées. Elle crée avec près de 70 000 pierres différentes. Quand j'ai créé mon site, j'ai voulu donner une espèce d'expliquer l'importance que ça, la chance que j'avais d'avoir cette palette. Et j'ai calculé que je dessinais avec 70 000 pierres différentes. Si je croise les natures des pierres, leurs différentes teintes, la façon dont elles sont taillées et leurs dimensions, 70 000 différentes taches de couleurs. Depuis 2011, Isabelle Langlois possède 2 boutiques à Paris. L'une est ouverte au public, l'autre est un atelier réservé aux sur-mesures. Aujourd'hui, on cherche beaucoup les symboles, on aime se référer à des choses plus culturelles, de civilisation. Dans les pierres, on a l'émeraude pour la sérénité. On le comprend, le jardin de l'émeraude, on s'y repose. Le péridot, lui, une pierre moins connue, mais que j'adore, d'ailleurs ça se voit, oui. Il porte un, a ce vert printanier qui porte à l'optimisme. C'est vrai que c'est comme le renouveau de la nature, et ça, c'est assez magique. Des bijoux colorés et optimistes à l'image de la personnalité de la créatrice. Les amoureux d'objets d'art japonais et d'exception vont être à la fête. Nous avons rencontré l'expert en la matière, l'antiquaire Jean-Christophe Charbonnier, à la dernière Biennale des antiquaires. Sa galerie est installée à 2 pas du musée d'Orsay. Depuis qu'il a 17 ans, Jean-Christophe Charbonnier est passionné par les armures japonaises. Il a même écrit 2 livres sur le sujet. Moi, je me définis comme un marchand d'art, pas comme un marchand d'antiquité. Il se trouve que ce que je vends est antique, c'est-à-dire ancien. Mais ce n'est pas opposable au fait que ça soit une œuvre d'art. Je ne suis pas expert parce que je pense que c'est une fonction difficile à remplir lorsque vous êtes marchand. Une passion familiale. En fait, c'est lorsque j'étais tout petit, mes parents avaient chez eux un sabre et des tsuba, c'est-à-dire des gardes de sabre japonais. Et j'ai toujours été fasciné par ça. Et donc, très vite, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à collectionner. Ces armures sont le symbole de la puissance de ceux qui les portent. Un objet peut être fondamentalement utile et en même temps avoir fait l'objet d'un soin et d'une réalisation qui l'emmène au niveau de l'œuvre d'art. Datant de la fin du XVIIe ou début XVIIIe, cette armure a appartenu à l'un des clans les plus puissants du pays, les Hosokawa. Et tout particulièrement pour l'art japonais, le plus important, c'est que, et c'est ce qu'on a dans les armures, c'est quasiment sculptural, c'est-à-dire qu'on a un objet devant soi qui peut s'apparenter à un costume, à une sculpture, qui a des formes très inhabituelles, parce que c'est tellement loin de ce qu'on a l'habitude d'imaginer lorsqu'on imagine une armure, qu'on est obligatoirement surpris par les couleurs, par les matériaux. Ça, par exemple, vous voyez les bordures comme ça, tout ça, c'est brodé au fil d'or. Vous imaginez, c'est juste dément. Et puis, vous avez plein de corps de métier qui interviennent. Parce que les gens qui fabriquent le casque ne sont pas ceux qui fabriquent le masque, et ne sont pas ceux non plus qui fabriquent le reste de l'armure. Bien évidemment, sa décoration, son ornementation,
est là pour servir le signe de rang, de puissance, de pouvoir, d'argent. Mais elle est réalisée pour protéger celui qui la porte. Une fois encore au Japon, et c'est tout l'intérêt de l'art guerrier japonais, c'est qu'à un seul moment, la décoration et l'ornementation ne vient oblitérer l'utilité et l'efficacité de l'objet. Jamais. Un objet pour être porté doit être efficace, surtout pour équiper un seigneur de haut rang. Parmi les collections privées, ce masque est un des mieux conservés. Le propre de l'art guerrier japonais, c'est le travail du fer, qui est un des métaux les plus difficiles à travailler. J'ai la carpe. Dans ce cas-là, ce qu'il faut plus regarder, c'est l'exercice de style. Donc en fait, il s'articule sur toute la longueur. Donc vous voyez, chaque écaille, même tout en haut, bouge l'une par rapport à l'autre. Voilà. Donc ici, là aussi, c'est articulé. Et en fait, chaque nageoire peut s'écarter aussi légèrement et se replier. Les yeux eux-mêmes sont articulés. C'est un symbole de virilité. Et ensuite, il y a toute la dimension sculpturale, là aussi, de l'objet. Donc, ces objets qui sont des objets extrêmement rares, en fait, ont été fabriqués au 19e et, en fait, ont permis à certains fabricants d'armures, pas de se recycler, mais de se diversifier par rapport à une demande qui était moins importante. L'esthétique des armures influence toujours le Japon. Aujourd'hui, l'univers visuel japonais, moderne, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, c'est-à-dire l'univers des mangas, etc., est finalement a assez peu changé par rapport à ce qu'ils étaient capables d'imaginer comme forme, comme abstraction, des choses qui pouvaient les entourer. C'est-à-dire que justement, dans les kawari au XVIe, vous avez des formes qui pourraient quasiment être de l'art contemporain. C'est-à-dire que si vous mettez un casque sur un support, personne ne peut voir que c'est un casque. Voici un kawari kabuto. C'est un casque richement décoré réservé aux plus hauts dignitaires. Moi, j'ai installé des objets, j'ai installé un kawari entre un Miro et un Picasso. Parce que, voilà, ça fonctionne. Et le propre d'un objet d'art, c'est que souvent, il fonctionne avec d'autres qui sont ni du même pays, ni de la même période. Voilà. Les objets se répondent, se font écho les uns par rapport aux autres, et sans jamais jurer. Ils ne sont pas opposables. Voilà. Jean-Christophe Charbonnier possède sa propre galerie depuis 2008. Adhérer au syndicat national des antiquaires, c'est montrer qu'on est attaché à une certaine éthique et à une certaine morale dans le métier qu'on fait. C'est une marque, je pense, de sérieux et de garantie pour les gens qui viennent nous acheter des objets. Ensuite, c'est bien évidemment la première clé d'entrée pour accéder à des événements comme la Biennale. Première participation à la Biennale en 2010, c'est un des rares spécialistes de l'art japonais. Je pense que le métier de marchand, il est réellement dans le rôle du conseil, de tri. C'est-à-dire que les clients qui viennent à la Biennale sont des clients qui sont prêts à payer effectivement peut-être un peu plus cher, mais qui viennent là parce qu'ils savent qu'ils vont bénéficier d'une sélection et d'une qualité qui va être tout à fait hors du commun. C'est-à-dire que moi, ce que je vais montrer à la Biennale, les objets ne coûtent pas tous le même prix, mais il n'y en a pas un seul qui n'ait pas son intérêt. S'en séparer est donc un crève-cœur. Ça me rend fou de les vendre. C'est ça déjà, ça. C'est ça qui est terrible. Ça, c'est terrible pour moi. Vendre est la pire chose. Et c'est vrai en plus. Je déteste vendre. Ce qui pour un marchand est quand même pas l'idéal. Mais non. Mais alors par contre, acheter, oui. Un joli paradoxe pour cet antiquaire samouraï dans l'âme. Eh bien, nous voilà armés pour lutter contre la morosité ambiante. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci au village hôtel Borgo Ignazia dans les Pouilles de nous avoir accueillis. Au revoir.